L'économie est au plus mal. Les Hongrois ont besoin d'un nouveau départ, d'un retour à la prospérité. Au lieu de cela, leur pays est en pleine dérive nationaliste. Ce climat nationaliste profite aux extrémistes de droite. Ils constituent le deuxième parti au Parlement et défilent régulièrement dans les rues de Budapest. En 2010, le Fidesz, parti de centre-droite présidé par Viktor Orban, remporte les élections avec une majorité écrasante. À l'époque, comme aujourd'hui, il galvanise ses sympathisants avec une rhétorique nationaliste. Si nous voulons vaincre l'adversité et ses mercenaires, chaque Hongrois doit d'abord freiner les instincts par lesquels il compromet son propre destin. Et il doit d'abord opérer ce changement en lui-même. Ainsi, il se rangera définitivement du côté de l'honneur, du zèle, du travail, et par conséquent du côté de la patrie. C'est l'unique chemin vers la vraie victoire, celle d'une véritable libération. Cette victoire, Viktor Orban veut la précipiter grâce à un raz-de-marée de nouvelles lois, dont certaines portent atteinte aux principes fondamentaux de la démocratie. À peine arrivé au pouvoir, son gouvernement adopte notamment une loi autorisant le licenciement sans préavis dans la fonction publique. La culture, l'éducation, la justice et les médias sont touchés. Beaucoup de gens perdent leur emploi du jour au lendemain. Des cadres proches du gouvernement sont nommés aux postes clés de l'appareil d'État. Une concentration du pouvoir qui s'accompagne de slogans populistes et d'emphases nationalistes. La communauté internationale, accusée d'opprimer la Hongrie, est l'ennemi désigné. Le philosophe de gauche, Gaspar Miklós Tamás, s'inquiète de la manière dont Orban utilise les craintes de ses concitoyens à ses fins. Viktor Orban se pose en valeureux défenseur d'une petite nation qui a évidemment peu de chances de vaincre ses puissants ennemis. Désigner l'Union européenne comme responsable de tous les maux, une stratégie qui a déjà permis aux populistes de Pologne, de Slovaquie et de Roumanie d'être portés au pouvoir. À l'heure actuelle, la grande majorité des Hongrois et une grande partie des pays d'Europe de l'Est pensent que l'Union européenne est un instrument des puissances occidentales. Un instrument qui permet d'opprimer les plus faibles et les plus pauvres, de les influencer et de les changer sur le plan moral, social et politique. C'est une idée dangereuse. C'est un danger pour l'Europe et pour l'Europe de l'Est. Dans ce climat de défiance, les Hongrois étaient devenus réceptifs aux appels à l'unité nationale proférés par Orban. D'autant que leur niveau de vie n'avait cessé de se dégrader au cours des dernières années. Orban promettait un tournant politique radical. Sa victoire, il la doit aussi à la mauvaise gestion de ses prédécesseurs. Durant les 8 années de gouvernement de centre-gauche, la Hongrie connaît une récession en chute libre. Endettement croissant, corruption et mensonges électoraux sapent la confiance des citoyens en leurs dirigeants politiques. Grâce aux aides du Fonds monétaire international, l'État échappe de justesse à la banqueroute. Les mesures d'austérité étranglent la population. À l'automne 2006, une foule en colère se rassemble devant le siège de la télévision à Budapest. György Báló, le plus célèbre chroniqueur politique de Hongrie, se souvient. Le 18 septembre était un lundi soir. Je présentais une émission d'actualité intitulée « Le soir ». Dans le studio, il y avait... Je ne me rappelle plus exactement qui étaient les invités, mais c'était des personnalités importantes. Oui, j'en sais quelque chose, puisque des collègues les ont ensuite cachés dans le bâtiment. L'assaut contre le siège de la télévision publique marque le début d'une série de manifestations et de combats de rue.
Pendant plusieurs semaines, les interventions musclées de la police et les débordements d'extrémistes de droite attisent les braises du mécontentement. Le gouvernement de l'époque ne parvient pas à rétablir sa crédibilité. La voie est libre pour Viktor Orban et sa politique. Pour commencer, il fait voter une loi qui lui donne la mainmise sur les médias. Qu'ils soient publics ou privés, Orban les place sous le contrôle d'une seule autorité. À sa tête, une présidente proche du gouvernement, nommée pour 9 ans. En Hongrie comme à l'étranger, des opposants craignent la fin de la liberté de la presse. L'information doit déranger la politique. Et il nous dérange et ça fait mal des fois. Et c'est pour cela, Monsieur Orban, que votre loi aujourd'hui n'est pas une loi qui correspond aux valeurs de l'Union européenne. Vous dites, Monsieur Orban, vous voulez une Europe forte. Une Europe forte, Monsieur Orban, doit être une Europe crédible. Une Europe crédible, si nous acceptons ce genre de loi en Europe, comment allons-nous discuter avec M. Loukachenko? Comment allons-nous discuter avec la Chine? Ils veulent tous des informations équilibrées, M. Orban. Sous la pression de Bruxelles, le gouvernement adoucit la loi sur les médias en adoptant quelques amendements. Mais l'autorité tutélaire reste en place. Désormais, les chaînes publiques sont submergées par des émissions de divertissement teintées d'esprit nationaliste. Les nouveaux chefs de programme ont licencié des centaines de journalistes critiques pour les remplacer par des sympathisants du gouvernement. György Báló a été mis au placard avant qu'il décide de donner sa démission. J'ai en effet passé 35 ans de ma vie dans cette entreprise. Et c'est pour cette raison que je n'en parlerai pas en mal. Je trouverais ça indécent. Mais voilà en résumé ce qui s'est passé. La MTV, la Duna TV, Magyar Radio et la MTI, l'agence de presse hongroise, ont été, comment dire, fusionnés en une seule entreprise sur la base d'un seul et même budget. Tout ça est devenu une seule et même entité. Je n'ai jamais vu quelque chose de semblable. Après la victoire du parti Fidesz, le professeur Laszlo Kéri a été mis à la porte de son université, à l'instar de bon nombre de ses collègues. Lui a réussi à rebondir. Aujourd'hui, il dispense des séminaires à des entrepreneurs. Son bilan est amer. Je suis d'avis que le gouvernement Orban a tout démantelé, a tout changé et détruit. Il a tout détruit, sans rien construire à la place. Pour le politologue, il est clair que les conservateurs nationalistes ont totalement isolé la Hongrie sur le plan international. L'obstacle le plus important à l'exercice du pouvoir par le Fidesz ne vient pas de l'intérieur. Ce sont les investisseurs et les médias étrangers, l'opinion publique en Europe et les institutions internationales comme Bruxelles, Strasbourg, Washington, la Commission de Venise, le Parlement européen, la Commission européenne. Nous avons réussi à monter tout le monde contre nous. À l'heure actuelle, beaucoup d'artistes hongrois mondialement célèbres vivent à l'étranger, notamment à Zurich. Fervents détracteurs du gouvernement Orban, ils déplorent le regain de nationalisme et d'antisémitisme dans leur pays. L'écrivain Imre Kertész et le pianiste András Schiff ont condamné la droitisation de la vie politique et culturelle. Et le prix Nobel de la paix Elie Wiesel a rendu sa Grand Croix de la République hongroise, une décoration prestigieuse, en réaction à une cérémonie en l'honneur d'écrivains antisémites. Ici, à l'Opéra de Zurich, le chef d'orchestre Adam Fischer dirige les répétitions de l'enlèvement au sérail de Mozart. Directeur musical de l'Opéra national de Hongrie jusqu'en 2010, il a préféré partir quand le Fidesz s'est mis à lui dicter sa programmation. En Hongrie, la culture n'échappe pas à la politique de parti.
libéraux de gauche et conservateurs se battent par tous les moyens pour obtenir des postes, du pouvoir et des fonds. En Hongrie, la politique joue vraiment un rôle très important. Et les deux camps qui s'affrontent depuis 20 ans ont créé un climat qui facilite ce qui se passe à l'heure actuelle. Entre-temps, les Hongrois ne voient plus rien d'anormal à ce que tout le monde soit remplacé et à ce que les accords conclus jusqu'ici soient abrogés dès qu'un autre parti arrive au gouvernement ou gagne les élections. Il s'agit uniquement d'évincer le plus possible l'autre parti et de cimenter son propre pouvoir pour un bon bout de temps. Mais contrairement au gouvernement précédent, le Fidesz a pu occuper la totalité des postes importants en obtenant la majorité des 2/3. Début 2011, l'Union européenne proteste contre l'évolution en Hongrie. Bruxelles critique la limitation de la liberté de la presse et craint que l'indépendance de la Banque centrale et de la justice ne soit menacée. Orbán se voit contraint d'adoucir sa législation. Une procédure est actuellement en cours devant la Cour européenne de justice. Bruxelles s'inquiète notamment du non-respect de la protection des données privées. D'après le social-démocrate Martin Schulz, le cas de la Hongrie a poussé l'Union européenne à la limite de ses moyens d'action. L'Union européenne dispose de leviers quand un État membre enfreint le droit européen de façon visible et avérée. Il est possible, et cela de manière tout à fait légitime, de façonner un pays dans l'intention de mettre durablement tous ses organes constitutionnels aux mains d'un seul parti. C'est ce que fait Viktor Orbán. C'est légal. Quant à savoir si c'est politiquement correct, la question reste ouverte. En toute légalité et dans une frénésie législative, le gouvernement a fait voter pas moins de 365 lois en l'espace d'1 an. Cela a notamment entraîné des coupes drastiques dans les systèmes de santé et d'éducation, ainsi qu'une baisse de l'aide sociale. Les plus faibles sont les plus touchés. Les plus aisés, eux, bénéficient d'avantages fiscaux. Le gouvernement Orbán a également adopté une nouvelle constitution, très controversée. Elle est exposée à la Galerie nationale de Budapest, parmi d'autres tableaux relatant de grands faits historiques. Le préambule de cette constitution, intitulé « Profession de foi nationale », a suscité une vive indignation. La nation y est définie en termes ethniques. Roms et Juifs n'en font pas partie. L'appellation République de Hongrie, en vigueur jusqu'ici, y a disparu au profit du terme Hongrie tout court. La Sainte Couronne millénaire est censée incarner une Hongrie chrétienne. Viktor Orbán l'a fait installer sous la grande coupole du Parlement. Toute calomnie à son égard est passible d'1 an de prison. Les traditions de gauche libérales et laïques doivent disparaître. Une salle de conférence de l'Université de Potsdam. Le président de la Cour constitutionnelle de Hongrie est l'invité de l'Allemagne. Il explique l'enracinement historique de la nouvelle constitution à des universitaires et à des juristes allemands. C'est un préambule qui s'appuie sur le choix de certaines valeurs. Je pense que personne ne s'opposerait à cela. Dans ce préambule, les éléments porteurs de valeurs nationales et historiques sont davantage mis en exergue qu'ils ne le sont dans un préambule au ton plus neutre. Au Parlement européen, la nouvelle constitution a fait l'objet d'âpres discussions. Orbán prétend qu'elle prendrait enfin la relève de l'ancienne constitution, dite stalinienne, comme si cette dernière n'avait pas été révisée en faveur de la démocratie dans la foulée de la chute du communisme. Je crois que c'est complètement bling-bling ce qui est en train de se passer dans ce débat. Et Monsieur Orbán, vous arrivez ici et vous nous dites « mais j'ai tout fait pour changer la Constitution qui était une Constitution stalinienne ». Donc, tout ce Parlement, vous, nous, tous y compris, on est complètement dingue, car on a accepté un pays dans l'Union européenne avec une constitution stalinienne. Vous êtes complètement fous.
complètement fou. C'est impossible. Comment avez-vous fait ça? C'est shame on us, shame on us. Et nous vous disons que vous allez dans la direction des messieurs Chavez, Castro et de tous les gouvernements totalitaires et autoritaires de ce bas monde, que nous combattons ensemble avec vous, et vous n'avez pas la force de le combattre avec monsieur Orbán. Magyarország lobogójának hiszte! Viktor Orbán réplique à Budapest le jour de la fête nationale. Ce qu'il ne dit pas explicitement à Bruxelles, il le dit très clairement aux électeurs hongrois. Nous décidons nous-mêmes de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas. Nous nous forgeons notre point de vue hongrois, selon notre esprit et notre cœur hongrois. Voilà pourquoi nous écrivons nous-mêmes notre constitution. Nous n'avons pas besoin de feuilles de papier lignées. Et nous ne voulons pas davantage de l'aide non sollicitée des étrangers qui veulent guider nos mains. Nous connaissons bien la nature de cette assistance non sollicitée offerte par les camarades. Et nous la repérons même lorsqu'elle ne se présente pas en uniforme à épaulettes, mais en costume bien taillé. La rhétorique de Viktor Orbán est toute d'emphase et de calcul. En Hongrie, il en appelle au sentiment nationaliste. À Bruxelles, il affecte le ton aisé du diplomate. Quand on l'entend à Bruxelles, on dirait un agneau. C'est toujours sympathique de parler avec Viktor Orbán. Je lui ai parlé plusieurs fois. C'est un homme intéressant et intelligent. Je l'ai entendu au Parlement européen. Il procède toujours de la même façon. Ses propos sont très gentils pendant un bout de temps, et dans ses 2 dernières phrases, il met le paquet. Et la télévision hongroise diffusera ces 2 dernières phrases en omettant les phrases gentilles qui précédaient. C'est un politicien dans l'âme, il maîtrise parfaitement le jeu politique. Pour ça, chapeau, il faut lui laisser ça. La carrière de Viktor Orbán débute en 1988, juste avant la chute du régime communiste. Le juriste est l'un des porte-parole des grandes manifestations pour la démocratie et la liberté. Dans ce discours, il exige le retrait des troupes soviétiques du territoire hongrois. Avec d'autres étudiants, il fonde l'Alliance des jeunes démocrates en 1988. C'est l'acte de naissance du Fidesz. À l'époque, c'est encore un libéral. Dans les années 90, il vire de bord et devient conservateur. Laszlo Kéri, son ancien professeur, n'y voit rien de surprenant. Il est très doué intellectuellement. Il est incroyablement vif d'esprit, il a une très bonne mémoire et une capacité de travail phénoménale. Le problème, c'est son caractère. Il est du type fonceur, pour qui la fin justifie les moyens dès lors que sa volonté prévaut. Si ce type de personnalité accède au pouvoir, ça peut causer de grands problèmes. À l'époque, déjà, Orbán fait vibrer les foules. Il parle de la révolution de 1956. L'insurrection populaire écrasée par les troupes soviétiques est un traumatisme national. Orbán en a fait l'un de ses thèmes récurrents. En 1956, nous avons dit qu'il fallait écraser, briser les chaînes du communisme. Et nous avons eu bien raison. Beaucoup de gens se souviennent encore de 1956 et se disent « Hongrois, vous aviez raison ». L'occupation soviétique après la guerre, les expropriations et les atrocités du stalinisme avaient engendré beaucoup de haine en Hongrie. La révolution éclate le 23 octobre 1956 avec une manifestation pacifique qui s'achève dans le sang le soir même. Quand les chars soviétiques approchent de Budapest, les Hongrois appellent au secours. Les pays occidentaux ne réagissent pas. Les événements virent à la tragédie. Des centaines de Hongrois meurent, sont déportés et exécutés. Des milliers fuient à l'étranger. Moscou nomme un nouveau secrétaire du parti pour la Hongrie, János Kádár. Désormais, les Hongrois vivent sous un régime surnommé le socialisme du goulash. Après l'écrasement de la révolte, il était clair qu'on ne pouvait plus diriger la Hongrie comme avant.
Il fallait avant tout accroître la consommation pour que les gens ne fassent plus la queue et pour qu'ils mangent à leur faim. Le vieux Kadar, qui n'était pas un économiste, pensait la chose suivante. Il faut atteindre 5% de croissance du niveau de vie par an, parce qu'en dessous de 5%, les gens ne remarquent rien. Et c'est ce qu'il a mis en œuvre grâce à des prêts occidentaux, ce qui a finalement conduit à la faillite. La démocratie prend son envol avec l'ouverture des frontières à l'ouest et le retrait des troupes soviétiques. Peu après la chute du mur, les vieilles luttes de camp reprennent. Les socialistes refusent de céder le pouvoir. Tous les partis cherchent à profiter de la privatisation des entreprises d'État pour s'enrichir. Pour la population, la promesse d'une vie plus aisée reste lettre morte. Dans les premières années après la chute du communisme, 30% des emplois disparaissent. Un nouvel écart se creuse entre les riches et les pauvres. Pour s'attirer la faveur des électeurs, tous les gouvernements font des promesses. La Hongrie continue de vivre à crédit. Quand la crise financière éclate, la Hongrie est à la merci des marchés en raison de sa forte dette extérieure. Les mesures d'austérité imposées par les prêteurs précipitent l'échec du gouvernement social-libéral. La victoire électorale du Fidesz a boosté la carrière de jeunes politiciens. Gergely Gulyás est entré au parti il y a 7 ans. Aujourd'hui, il est vice-président de son groupe parlementaire. En 2010, ce gouvernement a pris le pouvoir dans une situation économique extrêmement difficile. Pour comprendre la situation hongroise, on ne peut pas se permettre d'ignorer que 81% des électeurs ont voté contre le gouvernement en place à l'époque. Dans une telle situation, il nous a fallu prendre des mesures, d'une part pour ne pas perdre la confiance de la société et d'autre part pour rétablir les chances d'une croissance économique. Nous devions réduire le déficit de l'État tout en faisant face aux exigences de l'Union européenne que nous avons héritées du gouvernement précédent, même si nous les considérons nous-mêmes comme importantes. Ce gouvernement devait donc prendre des mesures qui heurtaient certains intérêts. De plus, ces intérêts n'étaient pas seulement ceux de sociétés nationales, cela touchait aussi de puissantes multinationales. Orbán frappe des multinationales et des banques occidentales d'une taxe spéciale inédite en Europe. Résultat, des entreprises étrangères perdent des centaines de millions d'euros. Le puissant lobby est piqué au vif et le FMI se fâche. Lorsqu'à l'automne 2011, la Hongrie se voit obligée de demander un nouveau plan d'aide au FMI, Orbán se montre ouvert au dialogue, mais les négociations sont encore en cours, sans résultat. On finit par avoir l'impression que les investissements étrangers ne sont pas forcément les bienvenus en Hongrie, à cause de cette taxe spéciale. Et il s'agit de contrer cela, car la Hongrie ne peut et ne pourra pas se développer, en particulier dans le domaine de l'export, si elle ne crée pas des conditions attrayantes pour les investisseurs étrangers. La Hongrie a un besoin urgent de capitaux. Après la chute du communisme, l'industrie lourde du Nord-Est est tombée en ruine. Les zones rurales pauvres ne se sont jamais remises de cette catastrophe. Bien que le Fidesz ait promis des emplois, ici, rien n'a changé. Grâce à la sidérurgie et à l'exploitation minière, Ózd était jadis une ville modèle. Aujourd'hui, plus personne ne veut y vivre. En fait, les choses n'ont pas évolué comme ce qu'aurait voulu le Fidesz. Il n'y aura pas 1 million de nouveaux emplois. Seuls les travaux forcés sont devenus une réalité. Il n'y aura pas de croissance. Les entreprises hongroises n'ont pas trouvé de nouvelles sources de revenus. Le marché financier, le marché tout court, comme tout le reste, s'est vu réduit. Avec les coupes sociales et un impôt unique de 16%, qui pèse surtout sur les petits revenus, Viktor Orbán pratique une politique qui favorise les riches. Malgré cela, beaucoup de gens pensent que les problèmes de la Hongrie ont été provoqués par des banques étrangères et les marchés financiers. Une idée que Viktor Orbán ne cesse de propager dans ses discours. Le Hongrois qui ne trouve pas de travail depuis des années est-il libre? Et celui dont les enfants ont faim? Un pays où 90% des impôts reviennent aux créanciers est-il libre?
Un pays qui repose sur un marécage de dettes, au lieu de s'enraciner sur un sol ferme, est-il libre? Malgré ces attaques, le gouvernement hongrois a repris les négociations avec le FMI. La Banque centrale européenne et le FMI avaient provisoirement interrompu ces négociations lorsque Viktor Orban avait tenté de réduire l'indépendance de la Banque centrale de Hongrie. Cédant à la pression, le gouvernement du Fidesz avait alors modifié cette loi. C'est là l'un des piliers du mandat de la Banque centrale européenne. Les États membres de l'Union doivent garantir l'indépendance de leur banque centrale. Le FMI a en effet pu constater que des banques centrales indépendantes étaient plus à même d'atteindre des objectifs de politique monétaire, de veiller à une inflation maîtrisée, à la constance des taux de change et au maintien d'une stabilité financière. Un important dispositif se met en place devant l'immeuble du FMI à Budapest. Des extrémistes de droite sont venus demander des comptes à Christophe Rosenberg. Leur grief, les mesures d'austérité du FMI qui étranglent la Hongrie. La Hongrie, petit pays s'il en est, a régulièrement fait figure de pion sacrifié sur l'échiquier des grandes puissances. Le sentiment d'asservissement est ancré dans la mémoire collective. Les Hongrois ont payé un lourd tribut pour avoir fini du côté des vaincus à l'issue des conflits mondiaux. Après la Première Guerre mondiale, l'ambassadeur de Hongrie, Alfred Rácz-Lazár, doit signer le traité de Trianon, par lequel le pays perd près des 2/3 de son territoire. Après les pourparlers qui se sont tenus près de Paris, 1/3 de la population hongroise se retrouve hors des nouvelles frontières. L'économie s'effondre. Le pays ne surmontera jamais ce traumatisme qui devient la mesure de toute chose. Pour récupérer les territoires perdus, le régent du royaume de Hongrie, Miklós Horthy, pactise avec Hitler. L'historien György Dalós est un spécialiste de cette période de l'histoire. Cela devait fatalement conduire à une catastrophe incroyable. 2 catastrophes en fait. La catastrophe de la mort de 560 000 juifs hongrois et la responsabilité de cette catastrophe, qui est à la fois allemande et hongroise. On peut faire une nette distinction entre les deux. Des chaussures en bronze sur la promenade du Danube. Un mémorial aux Juifs de Budapest, fusillés ici même par des fascistes hongrois en 1944. La Hongrie n'a toujours pas surmonté ce chapitre de son histoire. Les historiens ou les journalistes n'interpellent qu'une élite. Et la population n'a pas de vision de sa propre histoire. Pas seulement en ce qui concerne l'antisémitisme. La responsabilité de l'administration hongroise dans l'Holocauste, la responsabilité d'une partie des citoyens hongrois qui en ont profité pour s'enrichir, c'est une chose qu'on n'a pas envie d'entendre et dont on ne sait pas grand-chose. Dans la Hongrie communiste, la collaboration avec les Allemands et la part de responsabilité dans l'Holocauste étaient des sujets tabous. Après la chute du régime, les vieux clivages se sont réveillés. La liberté d'expression nouvellement acquise a conduit à un nouvel antisémitisme. Robert Fröhlich est rabbin dans la plus grande synagogue de Budapest. Pour lui, c'est la quête perpétuelle de boucs émissaires qui est à l'origine de cette haine. Dès que la situation économique se dégrade, il faut en trouver le responsable, n'est-ce pas? Car on ne pense pas que ça tombe en panne tout seul. La situation est identique à celle de 1929. Pendant la grande crise économique, on a pointé les Juifs du doigt. Ce sont eux les responsables. Et l'histoire se répète. Nous sommes en crise. Qui d'autre en serait coupable sinon les Juifs? Le Fidesz et le Jobbik
les deux partis majoritaires au Parlement ont contribué à créer un climat où l'antisémitisme à visage découvert est de nouveau possible. L'attitude du Fidesz est ambiguë. Tandis que le Jobbik s'en prend ouvertement aux Juifs, l'État ne réprime pas la propagande d'extrême droite et tolère les hommages aux hommes d'État antisémites. Comme ici, dans le village de Kéréki. L'association des héros et martyrs de Horthy inaugure un monument à la gloire de l'allié d'Hitler, Miklos Horthy. 10% des villageois se sont prononcés pour. La majorité est restée silencieuse, à l'image du gouvernement qui exalte les sentiments nationalistes pour ensuite détourner les yeux. Le pays est en proie à un revirement. Des choses autrefois inconcevables sont de nouveau possibles aujourd'hui. Des artistes comme Adam Fischer observent cette évolution avec inquiétude. Ja gut, es gibt zum Beispiel diese Il y a par exemple ces journaux d'extrême droite, ou bien ces sites web. Ceux qu'on appelle les normaux disent que tout est de la faute des Juifs et que s'il n'y avait pas les Juifs, le pays serait heureux. Ça, c'est ce que disent ceux qu'on appelle les normaux. Et puis, il y a les radicaux qui disent à propos des Juifs « on veut bien payer la facture de gaz ». Il y a 2 ans, on essayait encore d'interdire ce genre de site web. Aujourd'hui, et plus concrètement la semaine dernière, mon successeur à l'Opéra national de Budapest, l'actuel directeur musical, a donné une longue interview où il a dit qu'il avait l'intention de s'exprimer sur ce site web. Et personne n'y trouve rien à redire. Pour moi, ce genre de choses est proprement effrayant. Le gouvernement Fidesz utilise le nationalisme, utilise les ressentiments latents pour renforcer son pouvoir et ne se rend pas compte à quel point c'est dangereux. La Hongrie a un passé atroce en ce qui concerne justement ce racisme, cet antisémitisme et cette xénophobie. Ce qui se passe actuellement équivaut à offrir de l'alcool à un alcoolique en sevrage. Je crois que la société hongroise va en subir les conséquences encore longtemps. Les gens sont d'autant plus réceptifs à cette ivresse que la pauvreté et le chômage augmentent. À Budapest comme ailleurs, ils sont de plus en plus nombreux à vivre au jour le jour. Le gouvernement réagit en créant un super-ministère chargé de soi-disant ressources humaines. La responsabilité de la culture, de l'éducation, des affaires sociales, de la famille, de la religion, de la santé et des minorités est désormais entre les mains d'un seul ministre. À Zoltán Balogh de faire au mieux. Une tâche tout bonnement insurmontable. Pour ses détracteurs, ce ministre ne serait que le cache-misère d'une politique de restriction sociale. Savez-vous ce que gagne un Hongrois en moyenne aujourd'hui? 750 €. Et à combien s'élève la retraite moyenne? 250 €. Nous sommes au centre de l'Europe et les prix sont sensiblement les mêmes qu'en Allemagne ou en Autriche. Que voulez-vous que je dise aux gens qui se demandent pourquoi ils ont trimé pendant 20 ans? Alors nous leur disons que l'État est foutu, qu'il est endetté à 84% et qu'il faut maintenant tout rembourser. Et j'ai commencé à faire des coupes dans le système des retraites. Pour se faire une idée des effets potentiels de la politique sociale actuelle, on peut visiter Erpotok, un village dans l'est de la Hongrie. Mihály Orosz, le maire, met une nouvelle loi du gouvernement en application. Les bénéficiaires de l'aide sociale doivent fournir un travail d'utilité collective. S'il fallait résumer le modèle d'Erpotok, ça tiendrait en un seul mot, l'ordre, ou bien en une seule phrase, l'ordre est l'essence de toute chose. C'est notre principe fondamental. Nous voulons donc imposer et maintenir l'ordre en continu. Et nous jugeons les gens en fonction de leur attitude à l'égard de l'ordre. C'est-à-dire que celui qui sert l'ordre et y contribue, celui qui renforce ce que nous estimons constructif, nous le considérons comme notre allié. En revanche, celui qui n'œuvre pas dans le sens du renforcement de l'ordre, nous l'appelons un destructeur. Et nous considérons que ces destructeurs sont nos ennemis.
Visite au jardin d'enfants d'Erpotok. Ici, les éducateurs prônent les valeurs et les traditions hongroises. Un endoctrinement qui n'épargne pas les enfants de Rome, dont la culture n'est pas prise en compte. Dans le salon des aïeux, les enfants découvrent comment les gens vivaient autrefois. Le passé est présenté comme un âge d'or. Pendant ce temps, leurs parents effectuent des travaux d'utilité collective. Les conditions d'attribution de l'aide sociale se sont durcies. Qui ne travaille pas ne touche pas un sou pendant 3 ans. Les pauvres d'Erpotok défrichent des terres pour pouvoir y cultiver des légumes. Le maire contrôle personnellement leur travail. Ce dur labeur leur apporte quelques 200 € par mois, environ la moitié du salaire minimum légal. Le maire affiche une bonhomie bienveillante et son attachement aux traditions, comme en témoigne son uniforme, un ancien costume de villageois. Mihály Orosz et son village modèle sont connus jusqu'à Budapest. Le ministre Zoltán Balog admet que le gouvernement n'a pas réussi à créer des emplois. Une faille du système que certains politiciens locaux pallient à leur façon bien à eux. Là-bas, il y a un maire très autoritaire qui pense qu'il est temps d'instaurer la loi et l'ordre, de réguler et de discipliner les gens. Il a dû y parvenir en partie. Il a peut-être réussi à faire baisser le taux de criminalité par rapport à avant. Mais ce n'est pas une solution. Ni pour la question des Roms, ni pour les gens qui sont très pauvres. Il reste qu'on ne fournit pas de vrai travail à ces gens, ni d'éducation. Alors il est possible qu'un calme relatif règne dans ce village, mais on ne peut pas obtenir plus que ça par la seule discipline. Le soir, les parents vont chercher leurs enfants à l'école. Le maire présente son élève préféré. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Amen. Les partisans d'extrême droite luttent eux aussi pour la résurrection de la Hongrie. Ils veulent sortir de l'Union européenne. À leurs yeux, la politique d'Orbán est encore trop timorée. Comment peut-on parler de guerre d'indépendance quand on se prête à tous les compromis, quand on accepte l'austérité qui prend tout aux Hongrois, même leurs économies, quand on tolère leur misère, leur souffrance, rien que pour arriver à un accord avec le FMI et pour pouvoir emprunter à nouveau? Nous avons ouvert les yeux et nous allons réveiller tout le bassin des Carpates. Nous exigeons la liberté, la justice et l'ordre. À l'occasion de la fête nationale, ils sont des centaines à être montés de leur province jusqu'à Budapest pour crier leur mécontentement. Les électeurs du Jobbik sont pour beaucoup d'entre eux issus de villages en mal d'infrastructure. Beaucoup d'entre eux sont jeunes, peu qualifiés et n'ont aucune chance de trouver un emploi sur un marché du travail déjà sinistré. La Hongrie affiche un taux de chômage de 11%. Les partisans du Jobbik chantent l'hymne transylvanien, une complainte pleurant la perte de la Grande Hongrie. Ce mythe de la Grande Hongrie, d'autres extrémistes l'exaltent de façon clandestine. Leur plateforme Internet, un tremplin idéal pour leurs appels à la violence. Sur le web, bon nombre de ces groupuscules paramilitaires se présentent en armes. Leur haine a pour cible les Roms de Hongrie. Ils sont environ 700 000 personnes
vivant dans la plus profonde misère à la campagne. 80% des Hongrois méprisent et craignent les Roms. Plus de pauvreté engendre plus de haine, avec des conséquences effroyables. Entre 2008 et 2009, une vague de meurtres, motivée par une haine exacerbée, a déferlé sur des villages hongrois. Les coupables, 4 militants d'extrême droite, ont été arrêtés. Leur but, provoquer une guerre civile entre Roms et Hongrois. La procédure judiciaire est toujours en cours. Le réalisateur Bence Fligahoff a tourné un film sur ces événements, Juste le vent, récompensé par l'Ours d'argent à Berlin en 2012. Magyarországon 2008 és 2009 között bűnelkövetők egy csoportja merényletsorozatot hajtott végre a cigányság ellen. 16 lakóházat támadtak meg 11 molotov koktéllal. 63 lövést adtak le lakóházakra sörétes és golyós fegyverekből. A bűncselekményeknek 55 sértettje van. A támadásokban 6-an haltak meg. Le film de Fligahoff traite d'un climat de menace permanente, tantôt latente, tantôt flagrante. En Hongrie, le film a suscité de vives réactions. C'était une expérience intéressante. Des milliers de gens exprimaient leur opinion avant même d'avoir vu le film. Ils disaient que ce film allait dégrader l'image de la Hongrie, qu'il allait salir le pays. En plus, il ne disait pas ça au futur, mais au passé composé. Il l'a déjà sali. C'était drôle. Que voulez-vous? C'est comme ça. Pourtant, la problématique des Roms ne date pas d'hier. Elle est même devenue existentielle pour la Hongrie. Le Jobbik agite le spectre de la menace et attise la haine dans les villages. Le parti cherche ainsi à gagner les électeurs qui ne croient plus en la démocratie. Plus de 45% des Hongrois sont mécontents du système. Le Jobbik veut intégrer les Roms par la violence. Le problème, c'est que les Tziganes ne sont plus habitués à chercher la voie de l'intégration que leur offre la société hongroise par le biais des études et du travail. Pour cette raison, l'une des propositions du Jobbik consiste justement à placer les enfants tziganes dans des internats qui leur permettraient de se mettre à l'abri d'un environnement qui les tire vers le bas. Face à l'ambiance délétère qui règne dans leur commune, les Roms sont impuissants. Dans le village de Sajó-Kaza, István János Lazi est leur délégué. Le travailleur social ne dispose d'aucun moyen pour changer les choses. Son action se limite à émettre des propositions qui sont systématiquement rejetées par le conseil municipal. Je n'arrive pratiquement à rien avec mon droit de délibérer au Conseil. Comme je le disais, ils acceptent une proposition sur 100, peut-être même moins. Ils se déclarent indépendants, mais moi je trouve qu'ils sont des extrémistes, des partisans du Jobbik. En tout cas, je pourrais les comparer aux membres d'un parti extrémiste. En fait, il y a deux personnes que je vois plutôt proches du Fidesz, et je trouve que leur politique est bonne. Mais tous les autres sont à coup sûr des extrémistes de droite. Autrefois, de nombreux villages du Nord-Est vivaient de l'industrie lourde. Mais ce temps est révolu. Les anciens ouvriers roms et leurs familles sont restés. Depuis la chute du communisme, ils sont au chômage et certains connaissent la famine. Un Hongrois sur 3 vit à la limite du seuil de pauvreté. La lutte quotidienne pour la survie transforme Roms et Hongrois en rivaux. La classe moyenne inférieure des Hongrois non-Roms a glissé vers le bas, presque au niveau de celui des Roms. Tout ça, on peut évidemment l'utiliser à des fins politiques. C'est facile. C'est précisément ce que fait le parti du Jobbik, une stratégie qui lui a rapporté 47 sièges au Parlement. De plus en plus de gens sombrent dans la pauvreté. Beaucoup perdent leur logement.
Le foyer pour sans-abri, la rue au chaud, est un centre d'accueil pour ceux qui ont tout perdu. La communauté protestante qui gère cet endroit les accepte tous, leur donne de l'espoir et de quoi manger. La vie de sans-abri est devenue plus rude, car le gouvernement a promulgué une loi interdisant de vivre dans la rue. C'est seulement à l'automne 2012 que la Cour constitutionnelle hongroise lève cette interdiction, jugée contraire au respect de la dignité humaine. Wendel Jager n'arrive toujours pas à croire qu'il a atterri ici. Il était ingénieur et possédait sa propre entreprise. Comme beaucoup d'autres, elle a fait faillite avec la crise. C'était le début de sa chute sociale. Tout à coup, je n'avais plus rien. Au bout de 3 à 4 semaines, en l'espace d'un mois, on se rend compte qu'on n'a vraiment plus rien. J'ai beau fouiller dans ma poche gauche ou ma poche droite, elles sont vides. C'est un vrai cauchemar. On a juste le choix entre devenir fou ou surmonter la situation en essayant de se reconstruire. Mais le foyer est en péril. En raison d'une mesure gouvernementale arbitraire, la communauté protestante s'est vue refuser le statut d'église, ce qui divise par 2 ses subventions publiques. Ils ne se sont pas donné la peine de nous demander notre avis ou de nous inviter à nous exprimer sur la manière dont nous envisagions de poursuivre notre mission. Une mission que nous assumons en plus à la place de l'État. Le pasteur Gabor Ivani a cessé de payer les factures. Advienne que pourra. Cela veut dire que tous ceux qui sont ici retourneront à la rue. Non pas parce qu'ils veulent y vivre, non. Parce qu'ils n'ont ni ressources ni travail et qu'ils ne peuvent donc pas payer le foyer, qui n'est gratuit que le premier mois. Après, c'est payant. Et quand on n'arrive pas à payer, on est mis à la porte. Le pasteur Ivani a déposé un recours devant la Cour constitutionnelle et se dit prêt à aller devant la Cour de justice européenne. Mais d'ici là, il sera trop tard pour son foyer. Le bilan de la politique d'Orbán est sombre. Accentué par la perte de confiance internationale, le déclin économique de la Hongrie se poursuit. Combiné à la politique nationaliste menée par le gouvernement, cette situation conduit à des tensions sociales à peine maîtrisables. Ce que l'avenir réserve à la Hongrie se décide à Budapest, car les leviers d'influence de l'Union européenne sont limités. En tant que président de l'Union européenne, je dis que tout ce que Viktor Orban a fait jusqu'ici est irrécusable d'un point de vue juridique. Il n'y a rien à objecter. Du moins pas là où il n'a pas réellement enfreint la loi européenne. Là où il l'a fait, il a toujours dit que ce serait retiré ou corrigé. C'est là sa stratégie de coopération. À part ça, son attitude se conforme à l'adage « les chiens aboient, la caravane passe ». Et il continue d'administrer son pays de telle sorte qu'il devienne un pays du Fidesz. On ne peut pas régler ça de l'extérieur. C'est à l'opposition hongroise d'œuvrer contre ça. En Hongrie, la seule résistance digne d'être prise au sérieux est dans la rue. Au Parlement, les partis d'opposition sont faibles. Les socialistes sont divisés, les Verts trop minoritaires. Seul le mouvement Facebook, 1 million pour la liberté de la presse, est en mesure de mobiliser les foules. Ici, 150 000 personnes manifestent contre le gouvernement. Elles revendiquent une société civile forte qui balaierait la corruption et le populisme. Comme partout dans le monde, la protestation des jeunes s'organise sur Internet. Leur chanson « Le système ne me plaît pas » a été visionnée 1 million de fois sur YouTube. Ces paroles reflètent leur état d'esprit.
Tous ceux qui se rangent derrière les valeurs démocratiques sont représentés ici d'une manière ou d'une autre, indépendamment des partis. Aujourd'hui, 60% des gens ne sauraient pas pour qui voter dimanche prochain, car ils ne voient pas qui représenterait leurs intérêts. C'est pour ces personnes que nous souhaitons créer une plateforme. Je pense que notre mouvement protestataire est encore plus important pour les jeunes qui ont été socialisés après le communisme et qui ont été habitués à vivre dans un cadre démocratique, car ils ne sont absolument pas prêts à admettre que quelqu'un mène le pays vers une dictature. Pour l'heure, les opposants à Viktor Orban sont désunis, donc impuissants. La population, elle, est dégoûtée de la politique. Seule une personne sur 3 a l'intention d'aller voter aux élections législatives de 2014. Il revient aux Hongrois de savoir, au plus tard ce jour-là, à quel point leur démocratie leur est chère. À suivre dans un instant, Mon usine en Chine, un documentaire fort éloquent sur la mondialisation ou comment une usine allemande est achetée et démontée par des Chinois. Événement à Milan et sur Arte. La Scala ouvre sa nouvelle saison avec Lohengrin de Wagner, sous la direction de Daniel Barenboim. Vos places sont réservées.